Mais en tous les cas, moi, je vais vous proposer peut-être trois entrées dans cette question d'aujourd'hui. Oui, des différences, elles existent. Et qu'est-ce qu'on en fait justement pour que ça fasse, pour d'abord qu'on crée des choses ensemble, des belles choses, et puis pour que ça fasse du bien à chacun, au lien social, donc dans la clinique, dans la société, à l'école, qui sont des lieux très importants pour ces rencontres. Donc on va passer ensemble, revoir, travailler, faire voyager les concepts d'identité, d'altérité, d'imaginaire, parce qu'effectivement, pour que des rencontres soient possibles, qu'elles soient belles et bonnes, il faut aussi passer par les imaginaires. Les artistes le savent très bien. Et les décolonisations passent aussi à ce niveau-là, dans les imaginaires. Alors, je vais le faire, je disais, à partir de trois entrées différentes pour nourrir la discussion. Premièrement, j'évoquerai la question des migrants et de leurs enfants et dont la manière dont les enfants inventent des stratégies pour justement passer d'un monde à l'autre, se métisser. C'est des artistes en fait, les enfants de migrants, de ces métissages. C'est eux qui, d'une certaine façon, inventent, sont les paradigmes et les aventuriers de ces questions profondément contemporaines. Et bien sûr, je me baserai pour cela sur ce que j'ai appris avec eux, en particulier dans mes consultations transculturelles qui sont donc à Avicenne et maintenant à Cochin, qui sont un endroit extraordinaire où j'expérimente chaque jour et j'apprends des familles un certain nombre de choses sur comment justement on migre et on fait de la migration quelque chose qui a du sens pour chacun. Il y a bien sûr quelques conditions à l'accueil et c'est si important l'accueil pour le devenir de ces familles. Mais il y a là quelque chose d'extrêmement important dans la rencontre. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, et je ne parle pas que des réfugiés, mais d'une manière générale, les migrants sont plus importants, sont plus nombreux que les autochtones. C'est-à-dire ceux qui vont quitter pendant leur vie l'endroit où ils sont nés. Eh bien, la courbe des migrants est maintenant à dépasser la courbe des non-migrants. Donc la majorité, on devrait dire maintenant, voilà, migrants et non-migrants, la norme devenant migrants. Et les autres, vous savez comment les appelait Victor Hugo? Les culs de plomb. C'est ceux comme ça, vous voyez, on bascule comme ça. C'est ceux qui, les autochtones, hein, comme l'étymologie l'indique, ceux qui sont du lieu, d'un seul lieu. Et maintenant, on est dans un moment de l'histoire où les identités sont plurielles, elles sont mouvantes, elles se transforment. C'est comme les familles, c'est comme les enfants, c'est comme les trajectoires, c'est comme les langues, c'est comme peut-être aussi même les formes politiques de la société qui doivent se transformer pour s'adapter à cette pluralité, à ce mouvement. Donc je ferai un premier temps à partir de ces éléments de la migration et des enfants qui naissent ici. Ensuite, je voulais évoquer à partir d'une autre entrée, c'est la question des réfugiés et en particulier des enfants mineurs isolés. Je vous raconterai aussi quelques histoires d'enfants que j'ai rencontrés ces derniers temps et qui portent cette problématique, là aussi, extrêmement actuelle, moderne, parfois un peu tragique. Mais il y a aussi un mouvement de vie, hein, bien sûr, dans le fait de s'arracher à un lieu où il y a la guerre, où c'est difficile, où on n'est pas sûr de faire grandir ses enfants pour aller ailleurs, vers un mouvement, vers un élan. Et je parlerai plus
plus précisément des enfants mineurs isolés. Et je finirai peut-être par évoquer, en fonction du temps, un autre lieu pour moi d'apprentissage très important et de rencontre, même si je le ferai beaucoup plus brièvement ce soir, qui est donc les enfants que je rencontre et les familles dans le cadre de Médecins sans frontières et des programmes que nous faisons avec les familles touchées par la guerre ou par la violence extrême ou par la précarité extrême. Parce que en fait, elles aussi, elles bougent. Hein, elles sont obligées de quitter en général l'endroit où ça se passe. Et là aussi, on apprend des choses essentielles sur comment on fait grandir les enfants, même dans l'adversité totale, et comment on fait avec ces différences, avec aussi la violence des situations, mais comment on fait quand même du beau et du bon, parce que j'ai parfois été frappée par les capacités de ces familles à fabriquer quelque chose qui a du sens. Et je dois dire que il me semble que c'est une des tâches, la plupart du temps, tout particulièrement des mères, d'assurer cela, en particulier pour les petits, comment elles font dans un camp de réfugiés ou dans un camp de transit pour maintenir quelque chose qui permette aux enfants de ne pas perdre complètement la confiance dans le monde et la confiance fondamentale dans la protection des adultes. Donc ça sera 3 entrées différentes, mais pour essayer de démontrer qu'à partir de ces différences, on peut construire quelque chose qui fait du bien à tout le monde, et que c'est nécessaire cliniquement, mais c'est aussi nécessaire politiquement, et de le faire à partir donc d'histoires, parce qu'à chaque fois je vous raconterai des histoires, parce que c'est des vraies vies, c'est des vraies valeurs qui sont derrière tout ça. Et nos vies, nos valeurs ont de la valeur. C'est une dame qui me disait ça un jour dans un camp. Eh bien oui, je crois que nos vies, les vies de chacun et les vies de ceux qui bougent comme ça ont énormément de valeur pour eux, mais aussi pour nous qui les accueillons et pour la vie en général. Donc voilà le petit voyage que je vais faire avec vous pour initier la discussion. Alors d'abord donc la question de la migration. Vous savez combien dans les projets migratoires, et quelles que soient les raisons pour lesquelles on migre, puisque on peut migrer pour 1001 raisons, d'ailleurs parfois on en découvre que longtemps après la migration, on découvre le sens qu'on donnait à cet acte qui est à la fois très universel de migrer, très fréquent comme je le disais, mais aussi profondément humain et profondément difficile et parfois non anticipable, quoi. C'est-à-dire que même lorsqu'on migre pour des raisons professionnelles ou intellectuelles, on croit savoir ce que l'on va trouver, on croit savoir ce qui va se passer, et c'est pas toujours vrai, parce que cette transformation du monde dans lequel on vit, des relations au quotidien, de la langue, tous ces éléments-là, à la fois cette transformation, cette migration, il y a toujours un sentiment d'émancipation dans la migration, de liberté, de quelque chose de nouveau qu'on va trouver, et puis souvent qu'on s'est approprié, qu'on va faire sienne, et en même temps que ce mouvement d'émancipation, il y a aussi la solitude, l'étrangeté, la confrontation à la différence, le regard de l'autre, le rapport aussi majorité-minorité, la discrimination, hein, parce que dès que
dès qu'on est dans la notion de différence, il y a un problème épistémologique, c'est que normalement, la différence, ça signifie simplement que une chose A est différent de B, voilà. Bon, d'accord, le bleu, le blanc, le rouge, le noir, c'est différent tout ça. Mais en principe, ça ne suppose rien d'autre que l'observation de quelque chose donc qui n'est pas pareil. Or, vous le savez, que le problème, c'est pas tant la différence, c'est la hiérarchie qu'on va faire ensuite. On va dire, ah ben, le blanc et le noir, ah ben oui, le blanc, c'est mieux que le noir, ou le gris foncé, c'est mieux que le gris clair, etc. Mais avec un gradient qui est toujours le même, hein, qui est un gradient qui est lié à des questions à la fois nord-sud, et puis riche-pauvre, blanc-noir, etc. Les grandes lignes de... Donc le problème, c'est pas la différence, c'est la discrimination qui va avec et la hiérarchie. Et donc, on a parfois essayé, moi-même je l'ai fait, j'ai essayé de trouver un autre mot que différence. Altérité, on dit. Ah, c'est vrai que c'est plus joli. Ça vient de la philosophie, et puis on voit la créativité. Mais le problème, c'est bien qu'on peut trouver des nouveaux mots, mais c'est la question des représentations. Et la question des représentations et des hiérarchisations, ça, c'est quelque chose auquel on est confronté lorsqu'on migre. Et donc, il va falloir non seulement fabriquer quelque chose avec cela, mais aussi trouver un récit qui a du sens. Je vous raconte une histoire que ici, dans la salle, certains me connaissent bien et connaissent cette histoire. Vous me pardonnerez, mais j'ai eu un instituteur. Alors, mes parents viennent d'Espagne, de la vieille Castille, où je suis née. Et puis, mon père a eu cette idée extraordinaire de venir en France pour que ses enfants deviennent docteurs. Donc, voilà. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une hadith du Coran qui est allée chercher le savoir jusqu'en Chine. Ben, mon père, il a fait ça. Il s'est dit, moi, je vais aller chercher le savoir ailleurs, poussé par le franquisme et tout ça, bien sûr. Mais quand même, il y avait, au fond de son projet, il y avait cette idée qu'ailleurs, il pourrait... le savoir serait plus aisé à conquérir par ses enfants. Donc, il est parti comme ça, il ne savait pas trop où il allait. Il a rencontré dans le train qui devait l'emmener à Paris, il a rencontré une femme, elle devait être jolie, qui lui a dit « Dans les Ardennes, il y a beaucoup de travail. Dans les Ardennes, dans le nord de la France, là où il n'y a que des forêts, eh bien, il y a beaucoup de travail. » Il est parti dans les Ardennes. Il s'est retrouvé dans les Ardennes pluvieuses, bûcheron. Et là, il s'est beaucoup ennuyé parce que la vie sociale, parce que la langue, parce que le regard qu'on avait sur lui, etc. Alors, il nous a fait venir ma mère et moi. Et j'ai grandi donc dans les Ardennes. Heureusement, je me suis identifiée à Rimbaud. Ça m'a un petit peu permis de passer mon adolescence de manière un peu stimulante. Bon, mais quand j'étais donc à l'école primaire, mon instituteur, Troisième République, me dit je m'appelle Maria del Rosario. Oh là là, Maria del Rosario, ça, c'est pas un prénom qui est possible pour quelqu'un qui va réussir en France. C'est-à-dire qu'il avait la même idée que mon père, que nous étions faits pour réussir. Sauf que ça n'allait pas avec mon prénom. Bon, bonne chose, c'est l'idée qu'il me voyait de manière comme capable d'apprendre, mais mauvaise chose, c'est qu'il avait décidé que mon prénom n'allait pas avec ma réussite. Donc, il a dit, comment on va t'appeler? Et il m'a rebaptisée. Et depuis, je m'appelle Marie-Rose en France. Et de manière internationale, je dois dire. Et donc, je rentre chez moi, je dis à ma mère, mon instituteur veut me renommer. Comment veut-il t'appeler?
Marie-Rose. Alors ma mère dit, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, personne ne peut changer le nom que je t'ai donné, qui est un nom donné selon les règles traditionnelles, puisque je porte le prénom de la sainte du jour de mon baptême. Donc, je suis hyper protégée. Donc elle me dit, mais personne ne peut changer le nom que je t'ai donné. Mais comme tu vas l'apprendre, ma fille, la multiplicité ne nuit pas. Donc, accepte ce deuxième prénom. Et je retourne le lendemain, je dis à mon instituteur, ma mère accepte ce deuxième prénom. Bon, depuis, j'en ai eu d'autres, des prénoms, bien sûr. Évidemment, quand vous changez une fois, vous changez plusieurs fois. Mais j'ai quand même à la fois appris ce jour-là que la multiplicité ne nuisait pas, et c'est maintenant le cœur de mon épistémologie. Mais j'ai appris aussi que d'une certaine façon, il fallait travestir quelque chose de l'ordre de son identité. Parce que le prénom, c'est pas ontologique. Hein, c'est pas... Bien sûr qu'on peut avoir plusieurs prénoms. D'ailleurs, il y a des tas d'enfants, dans les enfants que nous recevons en France, qui vivent en France, qui viennent de familles, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, ils ont des tas de prénoms, souvent. Ils ont le prénom de la maternité, le prénom de l'état civil, ils ont le prénom qui a été donné selon les règles traditionnelles, ils ont les prénoms, ils peuvent avoir 36 000 prénoms qui sont des prénoms en fonction dans un processus de nomination, et c'est ça qui fait du bien aux enfants. Donc, on peut avoir plusieurs prénoms, ça c'est pas le problème, mais le problème c'était ce que cet instituteur percevait comme étant antinomique. Un prénom et c'est comme si pour m'investir comme une bonne élève, il devait pouvoir dire mon prénom, mais le dire comme si c'était à lui, quoi. Vous voyez, comme si c'était une appropriation. Et cette question-là, je me souviens quand même que ça m'avait beaucoup étonnée, et que je m'étais dit que ce que disait ma mère, c'était pas si évident pour tout le monde. Je m'étais dit quand même, là, il y a quelque chose sur la pluralité, comme elle dit, et la multiplicité. C'est pas si évident à penser, puisque mon instituteur, qui a l'air d'être un savant homme, lui, manifestement, il peut pas. Tout ça pour dire que la migration, évidemment, ça confronte à ce genre de choses. Et c'est vraiment la question des identités. Les enfants, eux, ils vont avoir des identités plurielles. Ils vont avoir non seulement plusieurs prénoms, dans cette histoire comme dans plein d'autres, mais surtout, il y a aussi d'ailleurs même la manière de prononcer le prénom qui peut être bien sûr différente. Mais c'est au-delà du prénom, c'est vraiment toute la manière d'être confronté à ce qui est la norme au fond, à l'extérieur, et la manière dont ça se passe à l'intérieur. Alors, le deuxième temps, et c'est déjà contenu dans cette histoire singulière que je viens de raconter, c'est le fait que dans la migration des parents, il y a souvent cette notion que ce sont les enfants qui vont valider la réussite du projet migratoire. Pas toujours, hein, mais nous, on a fait une étude on a fait raconter des histoires des projets de migration et des histoires de migration, non seulement comment, et quel sens on donne à la migration, mais après coup aussi, comment on repense et comment on imagine et comment on se raconte et comment on raconte ces choses-là aux enfants. Et d'ailleurs, une des premières constatations que nous avions faites dans cette étude, où on avait recueilli à peu près 1000 récits, hein, donc vraiment c'était beaucoup d'histoires très, très passionnantes d'ailleurs. Cette première constatation, c'est que les enfants connaissaient peu ces récits. Comme si, en arrivant ici, il y avait justement, et ça c'est important pour notre sujet d'aujourd'hui, comme si
ce parcours des migrants qui est toujours un parcours incroyable, hein, parce qu'il faut beaucoup de courage, hein, pour quitter, pour se confronter, etc. Eh bien, il avait si peu de place ici qu'il n'était pas valorisé et qu'on ne le racontait pas aux enfants. Et pourtant, c'est sûrement quelque chose qui les aide justement à faire du bien, du bon avec leurs différences. C'est-à-dire que les enfants, ils vont bien percevoir que leur histoire familiale, que l'histoire collective dans laquelle ils s'inscrivent, je ne sais pas si mes parents viennent d'Algérie, l'histoire coloniale, toute cette grande histoire qui est encore si présente, eh bien, ces éléments-là, plus les éléments familiaux plus personnels, eh bien, tous ces éléments-là, par exemple, à l'adolescence, ça va être très, très important que les adolescents puissent se raconter une histoire qui a un sens, une histoire en plus, une bonne histoire, une histoire positive, une histoire structurante, pour que justement ils aient envie d'en faire quelque chose, et qu'à la fois ils sont d'ici, donc ils s'inscrivent ici, mais ils s'appuient d'une certaine façon sur cette transmission-là. Or, la plupart du temps, elle ne leur est pas racontée, ou en tous les cas de manière très fragmentaire. Et par exemple, nous, c'est un des éléments qu'on va utiliser en clinique, et c'est un des éléments, c'est magique, hein, parce que souvent, ça transforme, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien aux enfants, et ça modifie totalement la représentation qu'ils ont de leurs parents. On va la raconter en clinique, mais ça, c'est dans les histoires individuelles. La clinique, c'est toujours des histoires individuelles. L'enjeu, c'est aussi qu'il y ait une place dans la société pour ça. À l'école, évidemment, à l'école, dans les programmes, dans ce que l'on dit sur ces histoires migratoires, sur tout le monde. Enfin, moi, je connais des histoires extrêmement structurantes comme ça, hein, d'enseignants, que ce soit dans le primaire ou ensuite au collège ou au lycée, d'enseignants qui vont valoriser le statut, le courage des migrants, leur savoir, dans leur inscription, par exemple dans l'histoire coloniale ou post-coloniale, ou dans l'histoire de la résistance franquiste, ou peu importe, enfin tous les sujets qui sont en histoire, en géographie, en philosophie, etc. Mais je connais des tas de situations comme ça parce que les enfants me les racontent. Et ça montre d'ailleurs, les enfants et les adolescents, combien pour eux ça va être quelque chose d'une pépite qui va les aider, leur permettre de s'arrimer à cette histoire d'ici et maintenant, mais avec un regard positif sur la place de leur famille, sur la place du monde d'où ils viennent et sur eux-mêmes. Mais souvent, je connais des histoires individuelles, mais collectivement, cette reconnaissance, cette valorisation, cette place, justement cette idée qu'avec nos différences, on va faire un récit commun, on va faire un récit partageable, on va faire un récit où chacun, qu'est-ce que je fais avec le micro ? Où chacun, merci, où chacun a une place dans le récit. Eh bien ça, c'est encore un enjeu de notre société multiculturelle qui ne se reconnaît pas toujours comme telle. Et donc, l'enjeu, il est aussi sociétal. Donc, je disais que dans ce projet migratoire, le devenir des enfants va être essentiel. Et pour valider ce qui se passe pour leurs parents, mais aussi pour valider, pour donner une valence bonne, une valence positive à cette question des différences. Alors l'autre enjeu, après, c'est la question
de comment, à chaque étape, les enfants vont pouvoir grandir en s'appuyant sur leurs deux mondes, voire plus, hein, puisqu'il y a au moins deux mondes. Il y a le monde de la maison, lorsqu'on est dans une famille migrante. Il y a le monde de l'extérieur, le monde qui est le sien, puisqu'on est né ici, on est d'ici, mais on s'appuie aussi sur cet héritage-là. Et puis parfois, un certain nombre d'enfants et de jeunes adultes, surtout enfants de migrants, vont aussi trouver des autres, dans une stratégie un peu transnationale, ils vont parfois investir d'autres univers. Les États-Unis, où les minorités ont une place différente, tel ou tel endroit, tel ou tel pays, telle ou telle action, telle ou telle création. Mais je fais ici allusion aux derniers travaux de Pape Ndiaye, qui a beaucoup étudié comment, dans les banlieues, les jeunes gens, en particulier les garçons, même quand ils réussissent bien à l'école, sont objets de discrimination, y compris dans le travail, et bien comment ces jeunes adultes vont parfois choisir d'autres lieux, un troisième lieu, qui n'est ni le lieu de leurs parents initial, ni la France, mais un troisième lieu pour pouvoir justement élaborer, transformer, inventer des choses, utiliser leur créativité ou leur réussite dans les affaires ou au niveau universitaire, parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire ici, ce qui est bien sûr bien dommage, mais qui montre que cette question de faire du bon avec les différences, ça se joue sur plusieurs générations. Et même les études actuelles sur la deuxième et la troisième génération ont tendance à montrer que c'est peut-être plus difficile pour la deuxième et la troisième génération que ce qui se passait pour la première génération. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, mais les discriminations, elles persistent malgré le temps. Et le problème, c'est que ces discriminations, à la troisième génération, elles sont presque sans matière, quoi, hein. C'est comme le discours sur les binationaux. On parle d'un univers que les enfants ne connaissent pas. Et en tous les cas qui n'est pas le leur, mais qui a quelque chose qui peut être transmis, bien sûr, s'ils ont cette binationalité, mais quelque chose qui est transmis, pas quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et de la responsabilité. Donc là, pour les enfants, et je vais prendre deux histoires pour illustrer un peu cette question de la différence. Pour les enfants, en fonction des âges, le fait de grandir dans cette situation-là, un des éléments importants, ça va être justement de pouvoir se raconter une histoire qui soit une belle histoire, qui soit une histoire significative, qui soit une histoire valorisante, sur ces différences, quelles qu'elles soient, et sur des différences de lieu de naissance, de langue, de classe sociale, peu importe, enfin, d'histoire familiale. Et donc, bien sûr, les petits et les grands n'ont pas les mêmes stratégies. Je vais prendre deux exemples, donc un sur un petit et un sur un grand, mais en insistant d'abord sur souvent la créativité des parents, la recherche des parents pour trouver des manières de faire qui soient adaptées aux enfants. Et ce n'est pas toujours évident, bien sûr. Et surtout, ce qui n'est pas évident, c'est que l'on puisse reconnaître leurs implications. Que souvent, par exemple, quand j'entends dire les parents sont démissionnaires, ou alors ils ne s'intéressent pas à la réussite de leurs enfants, etc. Bien sûr, tout ça, c'est pas, la plupart du temps, c'est pas comme ça. Mais c'est là où il y a le malentendu, c'est que des différences
des manières de voir, des manières de dire, des rapports aussi dominant-dominé, hein, parce que le rapport des parents migrants avec l'école, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment se sentir autorisé à rentrer dans cette école, se sentir autorisé à dire quelque chose. C'est vraiment pas évident parce que il y a une sorte presque la plupart du temps de sacralisation. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et puis l'école, c'est mieux que moi, avec un renoncement parfois des parents. Il est vrai, même dans la transmission. Le renoncement, il n'est pas vis-à-vis de leur fonction parentale, mais le renoncement, il est dans la transmission de choses dont parfois ils vont imaginer, comme la langue, que peut-être ça ne sera pas utile à leurs enfants ici, pour grandir ici, de connaître l'histoire, de parler l'arabe ou le soussou. Et il y a une sorte de renoncement comme pour ne pas gêner les enfants, comme pour ne pas encombrer leur valise, me disait un père. Je ne voudrais pas encombrer leur valise. Vous voyez, d'ailleurs, dans l'image qu'il utilisait, on voit bien que c'est une image qui renvoie à son propre... à ce que lui a vécu. Lui, il est venu avec les valises, les enfants, non. Mais il avait quand même peur c'était un papa du Maroc qui n'avait pas transmis l'arabe dialectal à ses garçons, avec l'idée qu'il fallait mieux qu'ils apprennent tout de suite le français. Et alors, quand les enfants étaient petits, ça allait. Ils trouvaient ça bien d'essayer de parler tous en français, parce que les enfants petits n'aiment pas les différences. Ils ont besoin, dans des moments du développement, ils ont besoin d'avoir le sentiment d'être pareil aux autres. Mais à l'adolescence, ils ont commencé à se rebeller, à dire « Mais alors, pourquoi tu ne nous as pas appris? Comment? T'as honte? Eh bien, nous, on va racheter ton honneur. » « Ah non, 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 disait le père, c'est pas la peine, s'il vous plaît. » La position des enfants et des adolescents, bien sûr, n'est pas la même. Alors, je disais comment les stratégies des enfants et des adolescents par rapport à ces différences. Alors, je voulais vous raconter en quelques mots une histoire qui m'a beaucoup frappée, une histoire assez récente, d'un petit garçon que je vais appeler ici Imad. Et Imad, il est né dans une famille qui est en France depuis très longtemps. Tous les enfants de cette famille sont nés en France. La famille vient du Maroc. Ils ont eu 4 filles et ensuite un garçon. Donc le papa travaille à l'hôpital. Il a un travail correct, tout à fait correct à l'hôpital. Et la maman, elle est ASM dans une école, et elle est très contente de son travail, et elle investit également énormément son travail, et c'est donc une famille qui a, on pourrait dire, qui a bien trouvé sa place ici. Ça s'est très très bien passé avec les filles. Donc toutes les filles sont non seulement heureuses de vivre, mais ont trouvé justement des stratégies qui leur permettent de développer leurs intérêts, leurs compétences à l'école et en dehors. Et les 4 filles donc, vont très bien. Et puis vient le dernier qu'on va appeler Imad. Et Imad, alors peut-être parce qu'il est dans une famille où il y a beaucoup de filles, mais contrairement à ses sœurs, il a toujours eu un certain nombre de questions il ne supporte pas bien la discrimination dont il est l'objet régulièrement, et depuis le primaire. La famille, elle vit dans un endroit à Paris, dans le centre de Paris, où il y a peu de mixité. C'est quand même Paris, il y a des endroits très mixtes et d'autres pas du tout. Et lui, il est dans une école où il est le seul petit garçon comme ça.
et depuis toujours, en fait. Et donc, régulièrement, il est rentré à la maison. Sa mère raconte que régulièrement, il est rentré à la maison depuis le primaire en disant mais pourquoi je m'appelle Imad mais ça n'a pas de traduction en français. Les autres, ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire en français, Imad, et puis il n'y a pas de traduction. Mais alors sa mère lui dit mais c'est un si beau prénom. Alors, c'est pas Imad son prénom, mais c'est un très beau prénom qu'il a aussi. Et donc la mère dit que depuis longtemps, elle a dû développer des stratégies, des trésors d'inventivité pour donner essayer de répondre aux questions sur la différence, la couleur de peau, la religion, etc. Et donc, elle dit que ses sœurs l'ont aidée, enfin les sœurs d'Imad ont toujours aidé, alors qu'elle, spontanément, elle trouvait des manières de faire, sans doute aussi qu'elles étaient moins l'objet, parce que ça, les filles et les garçons sont moins l'objet. Les garçons sont plus discriminés que les filles, hein, c'est très clair. Ce qui montre d'ailleurs l'importance des choses que nous, socialement, on a dans la tête. Donc, mais les sœurs ont toujours participé à ça. Et puis, vers la 5e, au début de la 5e, Imad a eu un moment vraiment de tristesse. Déjà qu'il se posait toujours des questions régulièrement et que les réponses qu'on lui donnait étaient toujours des réponses qui le satisfaisaient sur un premier temps, mais hop, il y avait de nouveau une question qui réapparaissait peu de temps après. Et début de la 5e, Imad, il rêve d'être styliste. Donc, il rêve de dessiner des belles robes et des beaux habits. Et d'ailleurs, il a des carnets, plein de carnets, avec des collections, quoi, toute une série. Et moi, ce qui m'a frappée, parce que quand je l'ai vu, il m'a montré ses carnets, il m'a amené ses carnets, je l'ai invité à me les amener. Et c'était le métissage des formes et des couleurs. Il y avait manifestement, pour un garçon aussi jeune, hein, il y avait déjà esthétiquement une sorte d'esthétique, je dirais pour aller vite, mais vous allez comprendre, andalouse, méditerranéenne, on parlait de la Méditerranée, andalouse en tous les cas, vous voyez, c'était des choses, par exemple, qui pouvaient ressembler aussi bien à un caftan qu'à une robe, quoi, hein, quelque chose. Puis les couleurs. Donc il avait sans doute dans ce don, parce qu'il avait un vrai don, et cet intérêt, il avait déjà quelque chose d'une élaboration d'un métissage, et qui était à valoriser. D'ailleurs, quand on lui disait « Oh là là, mais là, par exemple, ça ressemble à un tissu, hein, ça d'ici ou de Marrakech, de Paris, etc. » Il dit « Ah, tu reconnais, ah, ouais. » Et puis, mais c'était, enfin, j'ai rarement vu, hein, pour ça que son histoire m'est venue en tête au moment de parler de cette question du beau, j'ai rarement vu chez un garçon si jeune une telle dextérité, hein, alors il m'a amené par exemple aussi des tissus, et même dans les tissus, dans le choix des tissus qu'il faisait, il avait des couleurs et des formes et des matières, vraiment quelque chose vraiment d'une recherche profonde de croiser des influences. Et donc, voilà, il rêve de ça depuis toujours. Dans sa famille, tout le monde le sait. Sauf que, début de 5e, bon, il a eu un petit chagrin d'amour, ok. Il y a une fille qui lui a préféré un autre garçon, et ça l'a beaucoup frappé. Et puis à la suite de ça, mais c'était pas ça, c'est peut-être le prétexte, il est rentré dans un moment un peu dépressif, où il a eu beaucoup de mal à investir l'école à ce moment-là, alors que c'était plutôt un bon élève. Et très vite, alors parce qu'il était aussi dans une école où
assez exigeante et d'un niveau très, très, très élevé. Une école publique, hein, mais une école très, un peu, voilà, comme on aime les faire en France, élitiste, dans un quartier non mixte. Ils ont commencé, l'école a dit, bah oui, mais là, un garçon qui est absent, qui ne travaille pas assez, il va falloir penser à l'orienter. Et très vite, il a entendu des choses comme peut-être qu'il faut s'occuper de voitures ou de carrosserie. Et là, il était déprimé. Parce que moi, j'ai reconstitué l'histoire. C'est sûr qu'il était triste avant. Mais là, ça l'a anéanti. Parce que entre son rêve, sa manière à lui de faire avec les différences, avec les difficultés, et puis la réalité qu'on lui proposait, il y avait une telle distance que ça l'a plongé dans une souffrance incroyable. Mais sa mère, ses sœurs ont reconnu ça. Non seulement ils ont reconnu la tristesse, elles ont aussi reconnu la désillusion. Et elles ont dit on ne peut pas accepter. Donc voilà, il est venu en consultation, il a été soigné, réanimé, et on a fait avocat pour qu'il puisse reprendre, rester dans le circuit normal, si j'ose dire, et pouvoir imaginer d'être styliste, ce qui va se faire sans j'en suis sûre. Mais dans cette histoire-là, et les réunions avec l'école que j'ai faites m'ont montré que la question des orientations courtes, trop rapides, des enfants différents, ça, l'éducation nationale le reconnaît elle-même. Hein, ça fait partie des choses qu'il faut dénoncer d'ailleurs, hein, parce que là, c'est une histoire individuelle, mais quand c'est la plupart du temps, les enfants, ils ne trouvent pas des avocats pour... quand je dis avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui est leur porte-parole. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y avait une action juridique, hein, ce n'est pas de cet ordre-là. Mais dans la rencontre avec l'école, ça n'a pas été du tout difficile de leur expliquer ce qui se passait pour cet enfant, comment ça allait se passer avec le soin, et ensuite comment il allait pouvoir se réanimer, retrouver ses possibilités et tout ça, et que surtout, ce n'était pas possible de l'enfermer comme ça dans une impasse, dans quelque chose qui ne correspondait pas du tout. Ça n'a pas été du tout difficile, mais ce qui était compliqué, et au-delà de l'histoire d'Imad, c'est les représentations collectives. C'est la force, au fond, on pourrait dire, des préjugés, et surtout la difficulté, individuellement et collectivement, parce que là, il s'agit plus d'histoire collective que d'histoire individuelle, de reconnaître les besoins, les positions, mais aussi les difficultés qu'il peut y avoir dans des parcours, et au fond de faire le pari on va pouvoir faire quelque chose de bien, on va pouvoir, lui va pouvoir être styliste, en tous les cas c'est cette hypothèse-là qu'il faut défendre, et d'une certaine façon collectivement, que pour tous les enfants, évidemment pas seulement pour des histoires individuelles. Mais pour qu'on puisse faire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on puisse voir des difficultés ou des histoires personnelles ou des histoires avec des enfants qui s'expriment un peu différemment, ou des parents qui mettent en avant des manières différentes, de toujours faire cette hypothèse qu'on peut appeler de la bienveillance, si on veut prendre un mot de tous les jours, mais qu'on peut aussi
qu'on pourrait aussi appeler justement celle de l'altérité, mais d'une altérité où il y a de la place pour chacun et où on n'interprète pas les différences comme des impasses ou comme des impossibilités. Et donc, ce qui me paraît aussi très important grâce à ces histoires individuelles, une chose que j'ai vraiment appris, c'est que lorsqu'on fait ces hypothèses-là de oui, la rencontre est possible, oui, les compétences sont possibles, on peut penser à partir de points de vue différents, mais on peut se rencontrer et on peut faire des projets communs et on peut faire du commun. C'est qu'en fait, lorsqu'on se met dans cette position-là, qui est une position a priori donc plus bienveillante pour la différence, eh bien, en fait, ça nous permet aussi, par exemple, je me souviens de l'enseignante qui était le professeur principal d'IMAD, d'une certaine façon, elle a pu jouer son rôle de professeur principal beaucoup mieux lorsqu'elle comprenait les enjeux et lorsqu'elle aussi pouvait imaginer que c'était possible pour cet enfant de retrouver des compétences et d'accepter qu'elle acceptait ce pari positif, on va dire. Elle était beaucoup plus heureuse dans sa position, dans son travail, dans sa place. Donc, c'est pour ça que je pense que ça fait du bien pour les enfants, bien sûr, parce que ça change leur destin, mais aussi pour nous qui sommes autour et pour la société d'une manière générale, qui est dans une position de rencontre, de lien, de support, on peut appeler ça comme on veut, mais en tous les cas, de rencontre. Alors, le deuxième, je voudrais... Oh là Ah non, la deuxième, je ne vais pas vous la raconter en détail. J'aurais pu donc vous raconter une histoire à l'adolescence. Je vais juste vous la résumer, celle-là. Mais elle, c'est l'histoire d'un garçon qui, lui, est métis. Son père vient d'un pays d'Afrique de l'Ouest, on va dire du Togo, et sa mère vient de la Bretagne française. Et ils ont constitué un couple mixte avec deux garçons. Et ces deux garçons qui se sont développés avec bonheur, dont un, qu'on va appeler Raphaël. Donc le papa, je dois vous dire qu'il est philosophe. Il a fait des études d'abord au Togo, ensuite au Sénégal, puis en France. C'est un élève extrêmement brillant, étudiant extrêmement brillant. Il a été à l'école des Pères Blancs et il a cru que la philosophie allait lui permettre d'accéder aux valeurs universelles. En France, on pense que les valeurs françaises sont universelles. Donc il a pensé ça. Mais c'est un philosophe brillantissime et il est venu en France dans l'idée de faire croître et de transmettre sans doute aussi la philosophie. Et puis, ça ne s'est pas passé comme il avait imaginé. Et aujourd'hui... c'est son expression, je licante le soir dans un hôtel dont il garde un hôtel la nuit et il lit la philosophie la nuit, mais comme vous savez parfois, trop souvent, on n'arrive pas à reconnaître les compétences de nos migrants. Il y a toute une question de validation et tout ça, et bref, il n'a jamais pu. Et donc évidemment, c'est une grande blessure pour lui. Et son fils, donc le premier garçon, qui était donc un garçon de ce couple mixte, est un très très beau garçon qui, alors comme tous les enfants métis,
il est ni blanc ni noir, par exemple. Donc il est... lorsqu'on le voit, il faut qu'on se raconte une histoire. Et la plupart du temps, la plupart de ses amis ont toujours pensé en le voyant, enfin quand il les connaît, enfin les amis, les gens qu'il rencontrait, pensaient qu'il venait du Maghreb, parce qu'il a la peau cuivrée, ni blanc ni noir. Et alors il est obligé, comme il dit, j'étais obligé de raconter ma vie, de dire ah ben non, mon père est noir, ma mère est blanche, c'est pour ça que je suis comme ça. Et soit il racontait sa vie, et ça a toujours, à l'adolescence, ça lui est devenu insupportable, une sorte d'effraction constante, soit il ne disait rien, et il était mis dans le groupe des enfants dont les parents venaient du Maghreb. Et pendant qu'il était enfant, tant qu'il était enfant, il faisait avec, ça dépendait des moments. Puis à l'adolescence, il a commencé à ruer dans les brancards, ses deux parents sont catholiques. À l'école, il a fait 2-3 trucs à l'école publique. Ses parents ont dit on va le mettre dans une école catholique un peu stricte pour l'aider à se structurer. Et puis ça a été pire. Et là, il s'est rebellé contre le catholicisme, contre la société française, contre son père philosophe qui n'est pas philosophe en France, contre sa mère, enfin, et il a trouvé évidemment l'objet idéal. Il s'est converti. Forcément, c'était... et pourquoi il s'est converti ? Vous comprenez, madame, l'islam, c'est la seule religion qui s'oppose aux Américains. Et qui emmerde tout le monde. C'est moi qui ai rajouté ça à Raphaël. Je dis, et qui emmerde tout le monde. Il dit, ah oui, tout le monde. Parce qu'il avait vraiment cette idée, lui, qu'il fallait qu'il trouve quelque chose pour embêter tout le monde. Et bon, Raphaël, il a fait ça, mais en réalité, il ne l'a pas fait pour embêter. Il l'a fait parce qu'il est en recherche de valeurs authentiques, de valeurs en adéquation, cette notion d'authenticité et cette notion de valeur. Comme son père était devenu philosophe à l'adolescence, il a entrepris des études de philosophie, dans la même idée. Et d'ailleurs, quand le père a compris que son fils, mais ça s'est fait en consultation, que son fils était en train de faire, par sa conversion, quelque chose qui pour lui, qui était très similaire à ce que lui avait fait en faisant des études de philosophie avec beaucoup de courage et d'abnégation, eh bien, ça a été quelque chose de vraiment très, très, très important, qui a permis de reconstituer un lien différent entre le père et le fils. Bon, l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais juste vous dire que Raphaël, dans sa recherche d'identité, dans sa recherche de quelque chose qui, au fond, corresponde, quelque chose qu'il a choisi lui-même, mais qui l'aide à construire des valeurs de la même façon donc, que son père, et puis qui aussi peut-être quelque chose qui permette qu'on le regarde pour ce qu'il est en fait. Enfin, il y a vraiment, vous savez, cette idéalité de l'adolescence, et il faut prendre ça très au sérieux, ces envies de valeur, d'engagement, au sens vrai, au sens propre du terme. Et donc Raphaël, la conversion lui a servi à ça. Alors au début, il a fait la caricature de la conversion, et puis en imposant que tout le monde mangeait l'algue, que le vendredi on ne bouge pas, etc. Des choses qui se sont vite apaisées. En réalité, là, c'était juste pour dire sa détermination. Et puis, en fait, très vite, il a transformé cela en une quête de sens, en une quête ontologique, en une quête de relation à l'autre. Et aujourd'hui, Raphaël a repris ses études, mais il se dit à l'intérieur de lui musulman. Il s'intéresse beaucoup au soufisme.
Mais vous voyez, il est dans une position où il expérimente en fait des choses. Et vraisemblablement, en tout cas, il a repris des études, il a repris sa vie. Il a transformé quelque chose qui, à un moment donné, était insupportable, cette différence du métissage, cette assignation à un groupe, une assignation qui lui donne aucune liberté. Hein, c'est-à-dire, on le met là et on lui dit, bah oui, toi, tu fais partie... Tu es là et tu bouges pas et tu aimes ça et tu te comportes comme ça. Et ça, c'est pas, bien sûr pas possible. Et donc, lui, il a cherché, en expérimentant un certain nombre de positions différentes, y compris une conversion qui, au début, avait l'air un petit peu agressive, comme ça. Et en réalité, elle n'était pas agressive, elle était simplement, évidemment, une sorte de... comme on fait à l'adolescence, on ne fait pas les choses dans la nuance non plus, la plupart du temps, une sorte d'essai-erreur. Après, il a retrouvé la bonne position, celle qui lui correspond, et celle qui lui permet d'établir des liens et de faire justement, de faire des bonnes choses avec ça. Et par exemple, là, il écrit à la fois de la poésie et du slam. Il a d'une certaine façon transformé toutes ces blessures de qui tu es, d'où tu viens, qui sont tes parents, etc. Et il a transformé toutes ces petites souffrances identitaires du quotidien en une stratégie d'adresse à l'autre, hein, parce que quand il écrit de la poésie ou quand il chante ou il déclame du slam, et puis il a retrouvé des groupes de copains, d'amis, etc. Donc, ces deux histoires, juste pour montrer l'importance à la fois des stratégies individuelles, mais aussi collectives, et de l'importance du regard, parce que aussi bien pour Imad que pour Raphaël, ou d'une manière générale, il faut trouver sur son chemin des parents, bien sûr, qui vont pouvoir aussi interpréter ça, mais surtout au-delà des parents, puisque les parents ne peuvent pas, ils ne remplacent pas non plus la société, des groupes et nos regards à nous, nos paris sur la créativité à tous ces âges et sur l'importance de fabriquer du lien, commun, parce que je vous ai pas dit, mais par exemple, quand Imad a pu retrouver qu'il allait beaucoup mieux, et puis les cours qu'on l'a laissé passer en 4e et tout ça, il a dessiné des modèles pour tous ses profs, pour tous ses profs femmes. Et c'était magnifique. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que comme l'école avait fait un chemin là-dessus, ils ont valorisé ça. Ils ont trouvé que c'était. Ils ont même proposé de faire une petite exposition. Je pense que quelque temps auparavant, ils n'auraient pas pu le faire. Donc, ils ont modifié. Ils ont vu la beauté, on va dire, hein, dans ce que faisait Imad, alors que jusque-là, c'était plutôt une sorte de lubie. Et pareil pour Raphaël, qui a retrouvé un établissement et qui a pu retrouver une place, mais aussi parce que, par exemple, il y a eu des gens autour de lui qui n'ont pas été terrorisés par le fait qu'il disait « je suis converti », la question de la radicalisation aujourd'hui, etc. Ils ont vu Raphaël dans cette position-là et ils lui ont laissé la possibilité justement de retrouver une place dans la vie et dans la société. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que c'est dans cette question des places que se joue la création du lien commun.